Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette matinée du Starting Lab de la saison 6 d'Industrie du Futur. Donc, je suis Simon Rotin, je suis vice-président de Digital 113 et aussi entrepreneur, fondateur d'une entreprise qui s'appelle Quotidien, qui travaille dans le monde de la gestion des données. On est une plateforme de Smart Data, donc c'est un sujet qui sera probablement au cœur des échanges aujourd'hui. Écoutez, je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Le sujet de la collaboration entre les entreprises du numérique, les entreprises des secteurs traditionnels et le monde de la recherche, on sait que c'est un sujet sur lequel, en France, on n'est pas forcément très bon. Et arriver à faire se rencontrer ces deux écosystèmes-là, c'est toujours une gageure. On faisait le constat avec Angélique que depuis 6 saisons qu'on mène Digital Future, c'est probablement la journée où on a le plus de monde présent. Donc peut-être que c'est aussi une graine que l'on a semée il y a quelques temps et qui commence à pousser. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, je suis ravi aujourd'hui de voir ce monde-là, de voir que, effectivement, ce sujet de l'industrie, qui est quand même un sujet assez important pour notre économie, un secteur qui a besoin de se digitaliser, mais qui a aussi besoin de prendre de l'avance par rapport à une concurrence mondiale, c'est un sujet qui est important. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, au travers des présentations qui seront faites à la fois peut-être un peu plus numériques, et puis d'autres très pratiques, pragmatiques avec les visites qui suivront, ça vous donnera des idées pour innover, pour développer les entreprises, les entrepreneurs qui seront présents ici, et aux chercheurs de trouver des cas d'application concrets, puisque rechercher c'est bien, l'appliquer dans la vraie vie, je pense que c'est encore mieux, et finalement faire que ces deux mondes se rencontrent. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute, une bonne matinée on va dire de découverte, d'informations, puis d'échanges derrière. Et je laisse la parole à Angélique, Amélie, qui va vous présenter plus rapidement le cluster, et Angélique qui continuera sur la journée. Bonne matinée à tous. Merci Simon, bonjour à tous. Donc, je suis Amélie Leclerc, je suis la directrice de Digital 113. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas Digital 113, donc je vais dire 2 petits mots, puis surtout après, on va se focaliser sur les échanges de la matinée, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, Digital 113, c'est le cluster des entreprises numériques d'Occitanie. Notre mission, c'est d'accompagner et de fédérer les acteurs du numérique qui ont une vocation de croissance et de les aider à développer sur différents axes, tels que l'international, les RH, l'accès au marché, le financement et l'innovation. Et c'est pour ça qu'au sein du programme Digital Future, il nous a semblé vraiment très important, comme l'a dit Simon il y a quelques instants, de pouvoir pousser et essayer d'organiser, de maximiser, de créer les conditions d'une rencontre entre les entreprises, avec un focus PME idéalement, les entreprises et le monde de la recherche. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans chacune des saisons de Digital Future, on a ce format Starting Lab qui doit permettre un peu d'ouvrir les portes, de comprendre ce qui se passe dans les labos et qu'est-ce que le monde de l'entreprise peut faire avec le monde de la recherche. J'en arrête là. Deux sites web, Digital 113 et Digital Future. Vous suivez notre actualité. Il y a plein de choses qui se passent cette année. J'espère vous revoir à votre événement. Juste un dernier petit mot. Merci à Angélique et Martin pour le pilotage de la saison d'industrie. Je sais que tu vas dire un petit mot au partenaire. Merci Amélie. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Angélique Randolet. Je suis en charge du programme Digital Future pour Digital 113. Ce programme dédié à la transformation numérique pour les filières. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la filière industrie. Donc, il y a différents événements, comme le précise un petit peu Amélie. Et aujourd'hui, on se retrouve sur l'événement Starting Lab qui se fait dans les labos de recherche. Tout le programme Digital Future, donc voilà, c'est différents événements tout au long d'une saison qui dure 4 mois. Donc là, on arrive sur le dernier format qui a été décalé du coup parce qu'il était prévu au mois de novembre. Et il y a eu tout un ensemble d'événements que vous pouvez retrouver sur la plateforme de Digital Future. Tous ces événements se sont faits en partenariat avec différents organismes, notamment avec la DOC, avec aussi des entreprises comme CGI, clientes, avec aussi en ayant partenaire le lab de l'UMM, Robotic Space, évidemment PADOC, qui est même partenaire de cet événement Starting Lab, et qui va nous faire une démo de leur école juste après. Le JP, Mécanique Vallée, Amity, l'Institut Carnot de la Commission, ici, et puis l'Institut Clément Ader, Toulouse Tech Transfert, Aérospace Vallée et le LAC. Donc, merci à tous ces partenaires sans qui, évidemment, le programme Digital Future ne pourrait avoir lieu. Et puis, bienvenue du coup, pour cette matinée dédiée au projet de recherche dédié à l'industrie. Donc,
Je voulais juste préciser aussi, je dis la slide après, que cet événement aussi est sponsorisé par l'entreprise J'aime bien, qui est un partenaire privilégié sur cette saison. Vous pouvez trouver aussi des replays qui sont organisés pendant la saison avec différents formats où ils présentent du coup la Gigafactory et une usine du futur qu'ils vont mettre en place sur Béziers. Vous pouvez évidemment, pendant tout le long de la matinée, réagir sur les réseaux sociaux et interagir avec les différents participants pour parler de la matinée avec le hashtag DigitalSDR et avec le compte Digital 113 en mentionnant le compte @Digital 113. Voilà, on va pouvoir démarrer. Je vais laisser la place à nos intervenants, que je remercie chaleureusement. Donc, on va voir tous ces transferts à l'outil, le LAS, l'Institut Clément-Lader, l'ERIT et PADOC qui vont ensemble intervenir pour cette matinée. Et je laisse tout de suite la parole à Maxime Larieux pour la première intervention sur comment collaborer avec la recherche polyvalente. Merci Angélique et merci à tous d'être venus. Donc, moi, je suis Maxime Larieux-Casterès, je travaille pour Tous Tech Transfer, donc la cellule de valorisation de l'Université de Toulouse. Et donc, au quotidien, mon rôle, c'est d'être d'abord dans les laboratoires pour comprendre ce qui se fait, essayer d'évaluer, en tout cas avec notre équipe, les inventions, et puis surtout, pour demain, être en mesure de les présenter à des entreprises pour que peut-être elles puissent venir s'emparer de ces sujets. Alors, le titre original que j'avais proposé pour cette intervention, c'est « Comment collaborer avec la recherche ?» En fait, le terme « collaborer », c'est celui qu'on emploie le plus parce que la collaboration de recherche, c'est évidemment la voie d'accès qu'on a souvent en tête quand on est une entreprise et qu'on veut aller travailler avec le monde de la recherche. Mais en réalité, vous allez voir qu'il n'y a pas que ce moyen-là, il y a d'autres voies d'accès. Et puis, la finalité, ce qu'on vise, c'est bel et bien d'innover. C'est ça la finalité. Et donc, on va voir ensemble comment on peut essayer de toucher du doigt ce monde de la recherche et profiter de tout ce qu'ils proposent ici en Occitanie. Déjà, en introduction, une définition de la recherche, il y en a de nombreuses, et on en propose une ici assez simple. C'est un effort pour trouver quelque chose ou un effort de l'esprit vers la connaissance. C'est bien un bel objectif. Mais les industriels, les entreprises qui sont là vont nous dire que, en tout cas, eux, ce n'est pas forcément leur objectif premier. L'objectif premier d'une entreprise, on ne le cache pas, c'est la rentabilité, c'est le chiffre d'affaires. Donc, comment conjuguer cet objectif avec celui des entreprises? On va le voir. Alors, ce que je voudrais vous présenter, c'est un peu le distinguo qu'on peut faire entre l'invention et l'innovation. Les deux, en tout cas, vont tendre vers des bénéfices socio-économiques. Elles sont toutes les deux précisées d'une idée. Tout le monde peut en avoir des idées. Mais en réalité, ce qui est important pour les entreprises, c'est l'innovation. L'innovation, c'est l'application commerciale d'une idée, c'est l'application commerciale d'une invention. Une idée, tout le monde peut en avoir. Vous en avez peut-être eu dans votre cuisine en inventant une nouvelle recette. Pour autant, est-ce une innovation? A-t-elle eu des bénéfices sociaux, votre recette de cuisine? Je ne sais pas. Donc, c'est comme ça qu'on va qualifier en tout cas quelque chose, une innovation importante. Et les idées, les inventions, elles foisonnent dans les laboratoires. Par contre, on n'arrive pas toujours à ce que les transformer en innovation. Et c'est là qu'en fait, les entreprises ont un vrai rôle à jouer, sont complémentaires du monde de la recherche pour en fait venir apporter, transformer ces bénéfices socio-économiques. Alors, ce processus d'innovation, c'est un processus qu'on peut décomposer, qui est souvent long et que parfois, en fait, une start-up qui émerge va développer tout au long de ce cycle. La difficulté, en réalité, elle réside à reproduire ce cycle, faire une itération. Et pour autant, les grandes entreprises sont capables d'allouer des moyens, du temps pour reproduire ce cycle de l'innovation. Mais souvent, les petites entreprises, les PME, les ETI, auront plus de mal véritablement à reproduire ce cycle quand bien même elles ont réussi à leur création. C'est là, en fait, que je trouve qu'il y a un vrai croisement des talents et des forces qu'on peut opérer entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, puisqu'en fait, les industriels sont véritablement bons sur le bout de la chaîne pour mettre à disposition ces inventions
au monde socio-économique. C'est là que leur force réside. Et comme je disais, pour les petites entreprises, l'intérêt, il est de pouvoir sauter dans le wagon, prendre le wagon en route finalement, sans devoir reproduire tout ce cycle. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment accéder plus rapidement à cette phase entre l'invention et l'innovation pour que vous puissiez véritablement mettre en avant vos forces et compléter finalement ce qui sort des laboratoires. Alors, on a une chance ici en Occitanie, c'est de bénéficier d'un écosystème particulièrement favorable pour cela. Une statistique de l'INSEE nous dit que la région Occitanie est dans le top 20 européen de la recherche publique en termes de dépenses. Très intéressant, très agréable à entendre, ce qui la place au premier rang français. Alors, quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte que le monde de l'industrie aéronautique draine une grande partie de ces investissements, mais tout de même, 1,4% du PIB de la recherche est originaire de la recherche publique ici en Occitanie, et c'est cette thématique de la recherche publique qu'on met en avant aujourd'hui. Donc, un véritable territoire d'excellence académique, 22 établissements supérieurs d'enseignement de recherche, 144 laboratoires, 9000 chercheurs, 3800 doctorants et plus de 112 000 étudiants. Alors, dans ces 112 000 étudiants, il n'y aura pas forcément que des chercheurs, que des têtes pensantes, mais on peut quand même raisonnablement espérer que sur ce grand nombre, de nombreux viendront contribuer, rejoindre les rangs du monde de la recherche et puis aussi rejoindre les rangs des entreprises, ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui des compétences pointues. Le fruit de la recherche, c'est beaucoup de choses qu'on peut exploiter, pas toujours facilement évidemment, mais c'est des publications, des inventions brevetées que vous pouvez exploiter, des startups, des deep tech que vous pouvez rencontrer, donc beaucoup de moyens finalement d'exploiter ce potentiel assez conséquent qu'on a en Occitanie. On pourrait l'illustrer, on pourrait dire que ce potentiel, c'est une véritable mine d'or à exploiter. Si vous me permettez la réduction, mais voilà une mine d'or qui n'est pas forcément facile à naviguer, qui est parfois longue d'accès, difficile pour s'y retrouver. Et on vous propose ici, quand même, en Occitanie, plein de moyens pour accéder à ce potentiel. Alors, en premier lieu, c'est les laboratoires. Vous allez avoir au cours de la matinée des présentations de projets issus des laboratoires, donc vous allez voir ce qui s'y passe. Et également, ici et partout en France, des cellules de transfert adossées à ces laboratoires qui peuvent vous aider à profiter des inventions qui en sortent plus facilement. Donc, les SAD, les sociétés d'accélération de technologie, dont tout le Tech Transfer et la représentation régionale ici à Toulouse, à XLR à Montpellier, et d'autres organismes qui ont le même rôle. Des plateformes technologiques également à votre disposition. De plus en plus, on le disait, de startups deep tech. Donc, deep tech, l'acronyme aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des startups, on va dire ici, du monde académique, issus du monde de la recherche, qui sont de plus en plus prépondérantes. On va avoir des exemples ce matin. Et quantité d'aide et de financement pour vous aider à toucher ce monde-là. Je crois que nos amis d'ADOC qui sont présents aujourd'hui pourront mieux vous détailler ce sujet-là. Également des dispositifs régionaux d'insertion, ANITI, dont on va avoir une présentation par Nicolas un peu plus tard, TWB, IRT Saint-Exupéry, qui sont autant d'organismes qui sont à votre disposition pour venir exploiter ce monde de la recherche. Donc un grand panel de solutions, en espérant que, voilà, comme cet entrepreneur australien en 1800 et quelques, qui a trouvé une énorme pépite d'or, donc on espère que, comme lui, vous serez aussi chanceux. J'en profite, puisque l'opportunité m'est donnée de parler un peu plus donc des SAD et de tout ce transfert de ce qu'on fait habituellement. Donc les SAD, c'est des organismes qui ont été créés à l'initiative de l'État français il y a une dizaine d'années de cela, qui maillent l'ensemble du territoire. Donc vous l'avez vu ici en Occitanie-Ouest, c'est tout le Tech Transfer. On a notre pendant à Montpellier avec AXLR. Et notre rôle, en fait, c'est de détecter et d'accompagner les laboratoires et les chercheurs à positionner leurs inventions sur le marché. Donc, il y a un enjeu, évidemment, de passer beaucoup de temps dans les laboratoires pour voir ce qui s'y passe, détecter les idées, les inventions qui pourraient devenir des innovations. Nous aidons ces laboratoires à protéger ces résultats
à travers des brevets, à travers du droit d'auteur logiciel, ce qui est d'ailleurs plus commun dans le monde du numérique. On fait un travail de positionnement des technologies pour aider à trouver des entreprises qui pourraient souhaiter transférer ces résultats et les exploiter. Alors, il y a un axe particulièrement important de notre travail qui est en fait de réduire le risque pour les entreprises de venir s'emparer de ces technologies en proposant des contrats, des programmes de maturité. En fait, on va venir augmenter le niveau de maturité, augmenter le niveau de réel des inventions avant de les proposer sur le marché. On aura tout à l'heure des exemples issus de l'IRIC, du LAS, qui vont illustrer ce travail-là. Et évidemment, pour que demain, ces inventions deviennent des innovations et que profitent au monde socio-économique à travers des entreprises et des startups tech de plus en plus. Pour vous donner une illustration, depuis un peu plus de 10 ans d'existence aujourd'hui, à Tous Tech Transfer, on retrouve des chiffres similaires dans toute la France. À notre échelle, c'est plus de 1000 inventions, 46 millions d'euros investis pour faire ce travail, 325 demandes de brevets, beaucoup de projets en maturation, beaucoup de licences signées avec des industriels et de plus en plus de startups qui se créent pour travailler. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je serai disponible après si vous avez des questions pour approfondir ce sujet. Et vous allez découvrir beaucoup d'exemples qui sont parlants, je pense, et qui vont illustrer tout ce qu'il est possible de faire avec le monde de la recherche. Voilà, merci pour votre attention. Merci Maxime. Hop, je vais garder le. Et on va passer tout de suite sur un panorama de différentes recherches en intelligence artificielle avec Nicolas Guillet. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, le bouton vert pour passer le. Normalement. On va essayer. La petite flèche. Voilà. Donc, je me présente, Nicolas Guillet, je suis directeur opérationnel d'Amity. Donc, ce matin, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu ce qu'est Amity et les travaux qu'on peut mener dans le cadre de l'industrie du futur et vous donner deux exemples de projets concrets qu'on mène avec nos partenaires. Alors, Amity, qu'est-ce que c'est? Amity, c'est un centre de recherche labellisé par l'État en 2019. L'État, vous savez, s'est doté d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, a souhaité créer 4 centres d'excellence en France. Donc, il y en a un à Paris qui s'appelle Ferry, un à Grenoble qui s'appelle Miaille, un à Nice qui s'appelle Côte d'Azur et un à Gauche qui s'appelle Amity. Donc, ces centres, ils ont 3 grandes missions. La première, c'est de développer une recherche d'excellence à visiter internationale. Deuxième mission, autour de la formation des compétences. Développer les compétences qui sont nécessaires pour supporter le développement de l'intelligence artificielle en France. Et le troisième volet, c'est le développement économique. Donc, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur le travail du Tech Transfer. L'idée de l'État, c'est l'investissement qui est fait dans la recherche doit à terme aboutir à un gain finalement dans l'économie réelle. Donc, lancement en 2019 pour une phase expérimentale qui va durer jusqu'à la fin de cette année et une pérennisation en suivant. En tout cas, c'est la démarche aujourd'hui de l'État puisqu'on a été évalué milieu d'année dernière, milieu de 2022, avec un rapport très positif, donc on devrait continuer après 2023. Donc concrètement, ce qu'on essaie de faire dans Amity, c'est travailler sur l'IA pour les systèmes critiques dans le secteur de la mobilité, mais également dans le secteur de l'industrie 4.0. Pour ça, il y a un certain nombre de challenges technologiques à relever. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Il y en a qui sont liés à la technologie elle-même, donc la technologie de l'IA, et quelques problématiques aujourd'hui à traiter en termes de robustesse, en termes d'explicabilité. Il y en a qui sont liés également à la perception. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser oui. Donc, oui, il y a des challenges qui sont liés à la perception que vont avoir l'utilisateur, au citoyen, donc des dimensions d'acceptabilité qui sont très importantes dans le cadre de l'IA dans l'entreprise, des bouleversements organisationnels internes qui sont nécessaires pour permettre une utilisation de l'IA dans l'entreprise. Et puis, il y en a qui sont liés au manque de compétences disponibles aujourd'hui pour supporter cet effort-là. Donc, ça fait bien avec notre volet formation. Alors, très concrètement, Lydie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un consortium d'acteurs de différentes origines, des instituts de recherche et des laboratoires. Vous voyez un certain nombre de logos et vous allez retrouver
au long de la matinée des présentations de gens qui sont issus de ces structures de recherche-là. C'est également l'ensemble des universités et écoles d'ingénieurs qui nous aident, donc les 3 universités qui nous aident et les écoles d'ingénieurs. Et c'est aussi un certain nombre d'entreprises, un peu plus d'une trentaine aujourd'hui, qui contribuent à nos activités de recherche, que ce soit dans la spécification des activités de recherche, mais également dans le déroulement et dans les opérations de recherche de manière très directe. Et on a également le soutien des collectivités locales, comme Toulouse Métropole et la région Occitanie. Alors, voilà la présentation générale d'Anity. En ce qui concerne l'industrie du futur, donc vous savez que une usine, c'est quelque chose d'extrêmement complexe en réalité. Il y a énormément de fonctions, de services qui doivent interagir de manière synchrone et intelligente entre elles pour arriver à finalement à faire en sorte que l'usine livre ce qu'elle doit livrer. Donc c'est très complexe. Le moindre grain de sable dans un de ces éléments peut mettre en danger finalement l'objectif et la destination de l'usine. Alors, où c'est qu'on peut mettre de l'IA dans tout ça? On regarde un petit peu. En réalité, on peut en mettre partout. Alors là, je suis désolé, je pense que le transfert de machine a un peu altéré la présentation, donc ce n'est pas très visible. Je vais essayer de lire quelques exemples. Donc, si on prend par exemple sur tout ce qui est gestion financière, l'IA elle peut rendre de grands services sur la manière d'appréhender le pricing, le chiffrage des opérations. Si on prend l'exemple de la supply chain, tout ce qui est planification, prévision de la demande, planification des opérations de supply chain, et également les opérations de supply chain, on peut penser à tout ce qui est transitif, progressif, etc. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Sur la gestion des ressources humaines aussi, pour prévoir finalement la charge des opérateurs et optimiser la répartition des charges. Donc, tout un tas de use cases finalement un peu partout dans l'usine. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que, alors, décidément, désolé pour la présentation, vous voyez un peu l'esprit. De manière encore plus intéressante, il y a finalement c'est une opportunité pour faire collaborer encore mieux ces différents services, ces différentes fonctions, et profiter finalement au maximum de la digitalisation de l'usine. Donc, on peut créer énormément de synergies, et c'est sans doute là finalement la valeur ajoutée principale de l'IA, au-delà de ce qu'elle peut apporter à chacun. C'est cette capacité finalement à faire tourner et à créer des synergies entre ces différents services. Alors, on a essayé de faire, avec nos partenaires, on a essayé de faire un petit mapping. Alors, c'est une planche qui n'est pas jolie. En fait, finalement, elle illustre les différentes briques technologiques de l'IA que vous voyez en haut, là, sur l'axe horizontal. Alors, c'est pas beaucoup exhaustif. Mais ça donne une idée un petit peu, voilà, ces briques, finalement, comment elles peuvent intervenir, à quoi peuvent servir sur l'axe vertical qui représente les petits services et les différents services et les différentes fonctions de l'usine que j'ai présenté avant. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de ça? On en tire de la conclusion que c'est compliqué, qu'il faut énormément de briques finalement différentes, à les articuler entre elles pour arriver à trouver des solutions pour un use case. C'est un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait avec nos partenaires industriels, notamment avec Tesco, qui est très, très actif avec nous sur ce sujet-là, on a essayé de définir une vision de ce que pourrait être une usine du futur autour de 3 grands piliers. Donc, une cellule agile de production. Donc, c'est quoi l'idée? C'est d'avoir une cellule qui est capable de se reconfigurer, qui est capable de traiter différentes problématiques sans avoir à investir un système de production spécifique à chaque fois qu'on modifie le type de production qu'on fait. Un deuxième pilier autour de la donnée, donc la connectivité finalement dans l'usine et comment on peut traiter l'ensemble des données qui peuvent être générées par tous les systèmes de l'usine, les systèmes et les services. Et enfin, un troisième pilier autour du co-design et de l'assistant de production. Donc, quel type de produits, quel type de système on peut développer pour faciliter les opérations de l'usine, aider finalement les opérateurs, aider les pilotes de l'usine. Donc, je vais vous donner 2 exemples de projets concrets qu'on mène dans ce cadre-là. Un premier projet autour de l'assistant de production, pour faire rentrer dans la catégorie du premier pilier de la cellule agile. Donc, l'idée, c'est d'avoir un robot qui vient travailler avec un compagnon. Donc,
on est un petit peu là, on prend le contre-pied des robots du monde automobile, qui sont des robots statiques, lourds, qui ont de la grande cadence. Là, c'est un robot qui est capable de s'adapter à différentes tâches qui peuvent être très différentes au cours du temps dans un atelier de production. Donc, ce qu'on appelle l'industrial moonshot, là, c'est un cas d'usage d'Airbus pour assembler un avion. Il y a beaucoup de tâches différentes. Les avions, vous savez, sont très customisés, donc il n'y a pas deux avions qui sont identiques. Et donc là, on a un vrai besoin de robotique adaptative. Et l'idée de ce projet, c'est d'avoir à la fois un robot qui est capable de faire des tâches complexes, mais également d'interagir avec le compagnon. Et finalement, d'être reprogrammé via la parole par le compagnon. Donc, le compagnon qui n'a pas une compétence en général informatique, robotique spécifique, il doit pouvoir interagir de manière très naturelle avec le robot. Le robot doit pouvoir lui poser un certain nombre de questions pour apprendre quelles sont les tâches qu'il doit faire. Donc ça paraît un petit peu science-fiction, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Donc, plus concrètement, ce robot, en fait, il va partir de la perception de son environnement à travers deux grandes familles d'inputs, si vous voulez. Donc, la vision avec les caméras, il doit être capable de reconnaître son environnement, de comprendre ce qu'il y a dans son environnement. Et l'autre élément, ça va être la parole. Donc, il est capable de converser, d'avoir un discours cohérent avec un compagnon. Et l'idée, c'est d'être capable de merger finalement ces deux capacités de manière à avoir un robot qui ait une perception assez fine et assez exacte de son environnement. Alors, je ne sais pas si vous avez sans doute entendu parler du logiciel ChatGPT, là, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Donc, ChatGPT, finalement, d'une certaine manière, il adresserait un petit peu la partie basse. Alors, il y a beaucoup de problèmes sur ce logiciel hein, il est spectaculaire, mais il ne répond pas à ce besoin-là. Donc, nous, on travaille finalement pour essayer de trouver les bonnes améliorations pour avoir un discours cohérent. Couplé à un système de vision et de perception de son environnement, le robot doit être capable de comprendre des instructions simples, type va me chercher la clé rouge sur la table bleue, celle-ci, non, l'autre, etc. C'est quelque chose qui paraît assez simple, mais qui en fait, scientifiquement, est assez compliqué. Donc, à partir de cette perception, ensuite, un système d'algorithmes qui vont lui permettre d'agir et d'aller jusqu'à l'opération, l'action. Et donc là, on rentre dans la robotique un petit peu plus. Et je crois qu'il y a une présentation sur la robotique industrielle qui sera faite tout à l'heure, donc avec une partie donc, à droite où vous travaillez avec les collègues Pulas. Donc c'est un projet de recherche qui est assez ambitieux, qui fait intervenir beaucoup de disciplines différentes. Là, je vous en ai listé un certain nombre, mais c'est un peu la force d'un outil d'être en capacité finalement de faire travailler les chercheurs de ces différentes disciplines pour arriver à une solution qui a un sens d'un point de vue industriel. C'est un projet qui s'articule en fait autour de 3 sous-projets. C'est un petit peu compliqué. Il y a un projet Cocopie qui est financé en partie par la région Occitanie, qui fait participer Airbus et Inagora. Inagora, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement du langage, qui est une PME, Airbus, Airbus. Mais également PAL, Robotics et Towers, qui vont s'occuper de la partie robotique. On s'appuie également sur un projet qui s'appelle Discuter, qui est un projet financé par l'AID, avec Inagora comme chef de file, et un troisième projet qui est un projet financé par l'ANR franco-allemand, où là aussi Inagora contribue de manière assez importante. Vous voyez, c'est un projet qui s'appuie sur beaucoup de disciplines et qui se structure autour de différents projets. Donc on a la capacité à Toulouse d'organiser ce type de projets un petit peu complexes, dans le but d'apporter des solutions à terme. Alors, à terme, c'est la recherche des choses assez fondamentales, mais on vise quand même des progrès assez importants dans les 2-3 ans. Un autre exemple de projet qu'on mène, qui est autour là de l'aide à la planification des opérations. Donc, c'est un projet qui vise à trouver des systèmes de planification et d'ordonnancement dans des cas où il y a énormément de tâches. Donc, vous avez tous, j'imagine, des logiciels qui vous aident à planifier vos activités dans vos usines. Il se trouve que quand il y a beaucoup de tâches, beaucoup de contraintes, ces logiciels ne fonctionnent pas. On n'arrive pas à trouver la planification optimale. Et au-delà de ça, on n'est pas capable encore, avec fiabilité, d'injecter dans ces systèmes de planification des incertitudes.
c'est que vous passez, j'imagine, une grande partie de votre temps à gérer les problématiques issues de choses que vous n'avez pas prévues, qui arrivent, une rupture d'appro de matière, les absences pour cause de grippe, etc., etc. Donc le but, là, c'est d'arriver à trouver un système qui permet de planifier de manière robuste, sous incertitude, et vous donnez peut-être pas le planning optimal en termes de délai, mais celui que vous êtes le plus certain de tenir. Donc avec une appréhension finalement de l'attente client qui est forte. Hein. Le client, en général, il veut vous le livrer très vite, mais il veut surtout que vous teniez la date à laquelle vous avez dit que vous allez le livrer. Donc ça, c'est un projet assez intéressant qui implique beaucoup de techniques différentes d'IA, avec une dimension d'explicabilité derrière, puisque une fois qu'on a trouvé l'optimal, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi on propose cette solution. Donc, il y a cette dimension d'explicabilité pour que votre responsable de prod, votre responsable de panique comprenne les éléments qui ont conduit le système à vous proposer cette solution. Donc, il y a plein de use cases différents. Il y a effectivement en production, dans les usines. On a même un use case sur la construction d'une équipe sportive avec une boîte belge qui fait du trading de joueurs. Pensez aussi dans la collecte de déchets, hein, où là aussi on est dans un système assez complexe avec plein d'opérations, plein d'incertitudes. Donc, tout un tas de use cases possibles. Et l'idée, donc, c'est d'arriver vers un système fiable, explicable, de manière à résoudre un petit peu tous les problématiques qu'on peut avoir, limiter la gestion de crise, améliorer la réactivité, etc., etc. Donc, ce projet qui s'appelle Tuple, c'est un projet qu'on mène avec l'Europe. Hein, c'est dans le cadre d'un appel Horizon Europe. On le fait donc avec les équipes toulousaines de recherche, mais également avec les universités européennes, donc Leuven, l'Université de Bologne également, et avec un certain nombre de partenaires industriels, donc locaux, Airbus, mais également des boîtes européennes, donc Optic et SciSport, dont je parlais tout à l'heure, qui fait de l'optimisation de trading. Donc un projet sur 3 ans, 4 ans, pardon, qui implique quand même pas mal de ressources de recherche, hein, parce qu'on a 8 ESA, 4 postdocs et une quinzaine de chercheurs qui sont impliqués. Donc voilà 2 exemples concrets de projets qui visent réellement à améliorer l'efficience des systèmes de production avec une vision un petit peu lointaine dans le temps, mais pour lesquels on pense néanmoins arriver petit à petit à livrer des briques qui vont être utilisables et testables dans un environnement réel. Et on espère d'ailleurs s'appuyer sur l'usine école que vous avez à côté pour pouvoir tester petit à petit ces 2 technologies. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez, je pense qu'on a 5 minutes pour les questions. Ou pas. Bon. Merci. Bonjour à tous. Donc, Renaud Ponce, je suis ingénieur de valorisation Toulouse Tech Transfer. Donc, je suis en charge du développement de l'application de détection de somnolence, HIPPO-EEG, dans le cadre d'un programme de maturation de Toulouse Tech Transfer. C'est bon ? Alors, donc je travaille aussi pour la société WasteBreak, qui est une start-up en cours de création, qui est le résultat des travaux de recherche de Lotfi Shahari et Haj Batatia, qui sont des chercheurs en intelligence artificielle et en traitement du signal à l'IRIT. Le CEO, c'est Jean-Pascal Aubert, et donc moi, je suis en charge du développement logiciel. Ce projet de recherche, il a fait déjà l'objet d'une prématuration à Toulouse Tech Transfer et puis d'une première phase de maturation qui nous a permis de valider l'approche retenue par les chercheurs. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, actuellement, on est dans une deuxième phase de maturation où, si quelqu'un a une solution. Alors,
Vraiment, c'est bizarre parce que ça m'entend. Oui, ça demande à tout le monde de se connecter. Bon. Alors là, je ne sais pas si sur la page de. Oui, dupliqué, pardon. Bon. Sinon, je repasse sur. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça prend un petit temps. Donc, je disais, on est actuellement dans la deuxième phase de maturation où il s'agit donc de poursuivre le développement de l'application, en particulier tout ce qui concerne bon, je continue. Si vous voyez les planches sur. Non, on n'est pas connecté. J'ai rien touché. Hein. Non, mais oui. Bon. Donc, cette deuxième phase, elle a pour but donc, de développer deux applications. Une application qui permet de continuer à faire des tests et à développer les aspects recherche, et puis une application destinée aux smartphones et aux montres connectées. Alors, on se focalise principalement aussi sur l'optimisation des performances, et en particulier l'aspect réel qui est primordial, puisque c'est une application qui est dédiée à la sécurité des personnes. Donc, il faut qu'on puisse générer des alarmes en temps réel et qu'il n'y ait pas de délai entre l'apparition de la somnolence chez l'utilisateur et la génération de l'alarme. Donc, la société WaveBrain, donc elle est en cours de création. Son objectif, c'est de produire de la technologie embarquée qui soit basée sur de l'application intelligente légère. Donc, le premier produit en développement, c'est l'hypo-EEG, qui permet donc la détection plus tôt des états de somnolence en utilisant un signal électroencéphalographique avec un seul capteur. Et on arrive à le faire avec un taux de non-détection qui est inférieur à 1%. C'est un résultat qui est très bon. Alors, le capteur, c'est celui-ci. Donc, c'est un casque qu'on trouve dans le commerce. Il est vendu avec une application qui permet de travailler sa concentration, par exemple. Donc, vous avez ici une électrode simple, sèche, qui va être appliquée au niveau du front, et vous avez la masse, donc vous allez lui pincer l'oreille pour faire un circuit fermé, un circuit électrique fermé qui va mesurer l'intensité électrique au niveau du lobe frontal. Donc, effectivement, quand on parle d'électroencéphalographie, on imagine tous le bonnet qui est bardé d'électrodes. Donc, en plus, c'est compliqué à mettre en œuvre. En plus, ce sont des électrodes qui nécessitent d'appliquer un gel qui augmente la conduction électrique. Donc, ici, on a vraiment un dispositif très, très simple, qui est très peu coûteux et qui est très facile à mettre en œuvre. À terme, le WaveBrain veut devenir un éditeur logiciel indépendant qui soit spécialisé dans le traitement des signaux électroencéphalographiques et les données physiologiques. Un petit mot sur la somnolence. Il faut savoir que la somnolence est un enjeu de santé publique dans des domaines très variés, très différents. Évidemment, on pense tout de suite au transport, qu'il soit routier, ferroviaire, aérien, mais c'est aussi un enjeu de sécurité dans le bâtiment et les travaux publics et dans la conduite des installations industrielles. On estime qu'en Europe, à peu près un accident sur 3 est lié à des problèmes de somnolence. Et c'est la cause principale d'accidents, et ça a pour conséquence 7000 morts par an, à tel point que l'Europe a dans ses cartons la mise en place d'une législation qui impose de prendre en compte les problèmes de somnolence dans les activités à risque. Donc, il existe déjà des solutions qui permettent de détecter l'hypovigilance. On pense d'abord à celles qui sont basées sur l'analyse de prise de vue vidéo, par exemple.
exemple, dans la conduite automobile, on va avoir une caméra qui va surveiller la position du véhicule par rapport sur la chaussée. On a aussi une caméra dans l'habitacle qui peut surveiller la position du chauffeur et si vous les yeux, s'il semble être alerte ou pas. Ensuite, on a des approches qui sont basées sur l'utilisation de capteurs, donc les signaux électroencéphalographiques, mais aussi l'électrocardiogramme, l'électromyographie. Donc ça mesure le tonus musculaire et ça donne une image de la tension et du niveau d'attention du conducteur. On a aussi l'oculométrie qui va surveiller le mouvement des globes oculaires et la taille de la rétine, de la pupille. Pardon. Alors évidemment, chacune de ces approches a ses forces et ses faiblesses, qui sont résumées dans le tableau en haut à droite. Il faut prêter une attention particulière à la robustesse de la méthode par rapport aux conditions d'acquisition. Par exemple, imaginez une méthode qui est basée sur la prise de vue dans l'automobile. Il faut que ça puisse fonctionner le jour, il faut que ça puisse fonctionner la nuit. La nuit, si vous croisez quelqu'un, la luminosité va changer dans l'habitacle. Donc, voilà, il faut que la méthode soit réactive à tous ces changements brutaux. Il faut aussi faire attention à la facilité de la mise en œuvre et à son coût. Et puis, évidemment, la confiance et la précision du diagnostic. À l'heure actuelle, c'est l'électroencéphalographie qui donne les meilleurs résultats. Et l'IPOEG se positionne comme un produit de rupture sur le marché. Il a des qualités uniques en termes à la fois de performance, de faible coût et de simplicité de la mise en œuvre. Alors, comment fonctionne l'IPOEG? Donc, c'est une chaîne de traitement. En entrée, on a les signaux électroencéphalographiques qui proviennent donc du casque par Bluetooth. On a une première étape qui consiste à faire un pré-traitement des signaux, donc principalement du débrouillage. On a une deuxième phase qui analyse les données, donc qui va caractériser les signaux dans les domaines temporels et fréquentiels et qui va calculer des indicateurs, les plus classiques, variance, moyenne, énergie, etc. Ensuite, toujours dans cette phase d'analyse, on va réduire le nombre d'indicateurs avec une analyse en composants principales et on va faire une sélection des indicateurs les plus pertinents. Ensuite, on va utiliser des classifieurs pour générer un modèle de détection. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait soit en amont et ensuite on stocke les paramètres de l'utilisateur dans une base de données, soit ça peut être fait à la volée parce que finalement, on a besoin à peu près de 2-3 minutes de signaux pour arriver à générer le modèle pour l'utilisateur. Alors, au départ, je voulais faire une démo, mais pour se mettre dans des conditions de somnolence, là, actuellement, ça va pas être possible. Donc, je vais juste vous montrer une petite vidéo rapide pour illustrer la simplicité de l'appli et la simplicité de la mise en œuvre. Donc, dans un premier temps, on positionne le casque. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'électrode qui va se positionner sur le front et la masse au niveau de l'oreille. Alors, on ne voit pas l'application à droite. Donc, on rentre en haut le sujet et la session, les identifiants. Comme ça, on va aller regarder dans la base de données si l'utilisateur est déjà présent. Dans ce cas-là, on va récupérer les données qui lui correspondent. Sinon, on va refaire le calcul depuis le début. Ensuite, on sélectionne, on fait l'appairage du matériel, du casque. Et ensuite, on sélectionne la tâche d'acquisition. Donc ici, on fait du monitoring et avec une tâche générique. Donc là, on voit que la jauge s'est allumée en jaune. Bon, il peut y avoir des signaux
qui indique un état de somnolence, mais c'est transitoire. Quand on a vraiment un état de somnolence, donc là, il suffit en général de fermer les yeux pendant quelques minutes et ça déclenche le... Alors, on entend bien. Donc à ce moment-là, quand le sujet a été détecté en état de somnolence pendant un temps déterminé, donc on génère une alarme qui permet de le réveiller et puis qu'il retrouve son attention maximale. Donc, je reviens à la première phase de la maturation, du programme de maturation. Pendant cette phase, on a fait des tests à la plateforme CCU de l'université Jean Jaurès. Donc, la plateforme CCU, ça veut dire cognition, comportement et usage. Donc, c'est une plateforme qui mutualise tous les moyens expérimentaux des laboratoires de recherche en sciences sociales et humaines de la région. On y trouve un laboratoire de mesures physiologiques, un labo d'oculométrie, un espace d'études des interactions homme-robot, etc., des simulateurs de conduite, entre autres. Nous, on a recruté des étudiants de Jean Jaurès. Donc, on a un échantillon de 60 sujets qui sont âgés donc, de 18 à 25 ans, 78% de femmes, 22% d'hommes. On a procédé à 2 acquisitions, une à 9 h du matin et une à 6 h du soir, de l'après-midi. Donc, le matin, à 9 h, on est censé être au pic de vigilance. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, on est au creux de vigilance. Donc, ça nous permet de comparer et de s'assurer que la méthode fonctionne, quel que soit le niveau de vigilance du sujet. Donc, on s'est assuré qu'ils n'avaient pas de troubles du sommeil en leur faisant remplir des questionnaires qui permettent de mesurer l'index de qualité du sommeil de Pittsburgh et l'échelle de somnolence Epworth, qui sont des indicateurs bien connus dans la littérature et dans la recherche sur les problèmes de somnolence. Ensuite, on les a placés devant le test de somnolence de Karolinska. Donc, ce test, alors il est nommé, c'est le nom de l'université Karolinska de Stockholm, qui est la faculté de médecine la plus importante du pays. Et donc, ce test, il consiste à mettre le sujet devant un écran noir avec une croix rouge. Donc, on lui demande de fixer la croix, de rester concentré. Donc, à ce moment-là, il est au niveau de vigilance maximum. Ensuite, on éteint l'écran, enfin, l'écran devient noir, complètement noir, il n'y a plus de croix. On lui dit de fermer les yeux, et là, sa vigilance baisse pendant environ 3 minutes. Et après, on rallume l'écran et la croix, on envoie un signal sonore pour lui dire d'ouvrir les yeux et de nouveau se concentrer. Donc, c'est un protocole standard qui ne garantit pas qu'on puisse mettre le sujet en état de somnolence. En quelques minutes, c'est compliqué, mais ça nous donne un référentiel qui est commun déjà à tous les sujets d'études, et c'est aussi un référentiel qui est utilisé dans toutes les études sur l'hypovigilance. À noter que la calibration, donc la construction du modèle, elle a été faite à partir des données qui ont été prélevées, relevées le matin, recueillies le matin. En ce qui concerne les résultats, on a un taux d'erreur très faible. Fausses alarmes et non-détection sont inférieures à 1%. On a une stabilité des performances, puisqu'on a les mêmes performances le matin et l'après-midi, donc quel que soit le niveau de vigilance des sujets. On a une bonne robustesse. On mesure à peu près 87% de précision par sujet, ou en généralisant, on arrive à 90% de précision pour plus de 90% des sujets. Donc, par rapport aux études et aux produits qui sont déjà disponibles, on a des résultats excellents. Les informations clés qu'il faut que, si vous deviez retenir que ça, c'est vraiment qu'on est capable de détecter la somnolence en temps réel avec un dispositif très simple, très peu coûteux, qui peut tourner sur des petits dispositifs. Donc, nous, on a travaillé sur une carte Raspberry Pi, mais ça peut fonctionner sur un téléphone, sur une montre connectée. Alors, sur la montre connectée, la montre, il n'y aura que l'interface sur la montre, mais la partie calcul sera déportée sur un téléphone.
on a un taux d'erreur qui est très faible, donc inférieur à 1%, et une excellente stabilité, puisqu'on arrive à reproduire les performances dans toutes les configurations, et quels que soient les sujets, et quelles que soient les tables de fatigue des sujets. Voilà, les contacts, si vous avez des questions complémentaires. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de planification de mouvement en robotique et de son application dans le monde industriel. Vous allez retrouver un peu des choses présentées par Nicolas Vialet, par exemple. Donc, ce travail est poursuivi dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Agimus. Alors, la planification de mouvement consiste, en fait, c'est un problème assez ancien en robotique qui consiste à calculer automatiquement des chemins pour des robots à partir d'un état initial. Donc, dans le monde, vous avez des robots, vous avez des objets, et vous voulez atteindre un état final. Donc, par exemple, ici, vous avez des robots, je vais vous montrer une vidéo, c'est plus parlant. Donc là, vous avez deux robots qui doivent manipuler des cylindres, des boules, et qui doivent coller des boules au cylindre. Donc, l'algorithme en question prend en entrée donc, le modèle des robots, le modèle des objets, la façon dont le robot peut attraper les objets et la façon dont il peut accrocher les objets les uns sur les autres. Donc ça, c'est la description du monde. Et ensuite, en entrée, on va également donner l'état initial du système, donc dans quelle position sont les robots, dans quelle position sont les objets, et un état final. Donc ici, l'état final, c'est on veut que les objets soient accrochés l'un à l'autre et posés sur le sol. Voilà. Donc, bon, ça paraît assez simple à faire pour un être humain, mais pour un ordinateur, trouver une séquence de mouvement qui va résoudre cette tâche sans spécifier à l'algorithme justement cette séquence de mouvement. On lui demande juste de finir avec les objets assemblés posés au sol. Ça dit de découvrir qu'il faut les attraper et les coller les uns sur les autres. Donc ça, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un exemple, c'est des choses qu'on faisait en 2004. Voilà. Voilà, ça c'est une vidéo, c'est des algos qu'on avait développés déjà en 2004. Où on faisait des choses assez compliquées. Donc là, même chose, hein, on donne l'état initial, l'état final, comment attraper l'objet, et l'algorithme calcule tout seul une trajectoire. Alors, ces travaux, on les a poussés dans le cadre d'un laboratoire commun avec Airbus. Donc, ça fait assez longtemps qu'on travaille avec Airbus et depuis 2018, on a monté un labo commun dans lequel eh bien, on essaie de développer ces techniques de planification de mouvement et aussi contrôle de mouvement. Il ne s'agit pas uniquement de planifier le mouvement, il faut ensuite les exécuter sur un robot. Et donc, les plateformes cibles, la plateforme cible au début de ce labo commun, c'était un robot humanoïde, le robot Pyrène. Et puis, sur lesquels donc, on a développé nos algorithmes. Et puis ensuite, on a essayé d'aller vers des applications un peu plus réalistes. Et donc, pour ça, on a utilisé le robot Thiago, que vous avez vu tout à l'heure dans l'usine. Je vous montrerai une vidéo. Et puis ensuite, un bras industriel. Alors, la problématique, hein, comme l'a abordé tout à l'heure Nicolas Vialet, c'est que dans la construction aéronautique, le modèle de l'industrie automobile ne fonctionne pas. C'est-à-dire mettre des gros robots autour de la structure et utiliser le fait que ces robots sont fixés au sol pour avoir une grande précision. Eh bien, Boeing a essayé. Ils ont investi énormément et ils ont arrêté, tout simplement. Ils ont démonté les robots, ils sont revenus à des méthodes manuelles. KUKA, qui vendait des solutions clés en main, a vendu aussi sa filiale. Donc, en fait, bon, pour différentes raisons, on ne peut pas répliquer le modèle automobile avec des robots rigides.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est plutôt essayer de développer ce qu'on appelle de la robotique agile, donc développer des méthodes qui sont basées sur des robots mobiles et légers. Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est de donner à ces robots des capacités de planification de mouvement, c'est-à-dire de remplacer les trajectoires programmées à la main par des algorithmes qui vont calculer les trajectoires automatiquement. Donc ça peut être sur des robots mobiles, mais ça peut être aussi sur des cellules qui comportent plusieurs robots qui vont faire des centaines de perçages, par exemple. Aujourd'hui, ces machines sont programmées à la main, alors qu'on pourrait les programmer de manière plus automatique. Donc, pour faire cela, on a besoin de capteurs pour construire le modèle de l'environnement et aussi pour localiser le robot dans son environnement. Quand il est mobile, le problème, c'est qu'il ne sait pas exactement où il est. On a besoin de calibration, on a besoin de tout étalonner pour avoir des modèles précis des robots et de l'environnement. Et enfin, on va utiliser ce qu'on appelle de l'asservissement visuel à certains moments clés du process pour avoir une précision suffisante. Donc voilà un autre exemple de problème auquel nos algorithmes s'intéressent. Je pense que c'est celui-là. Donc c'est encore un problème de manipulation de mouvement. Donc là, même chose, on a un robot humanoïde et puis on a un état initial, la boîte est sur la table. Dans l'état final, la boîte doit être sur la table, mais posée dans une position inverse. Donc nécessairement, le robot doit utiliser ses deux mains. Il ne peut pas faire autrement, mais on ne lui a pas dit. C'est lui qui trouve, qui calcule ce mouvement. Donc ensuite, on s'est intéressé à l'exécution de ce type de mouvement. Et en fait, la première fois qu'on a essayé d'exécuter ce mouvement bêtement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a localisé l'objet avec des petites étiquettes qu'on avait collées dessus. On a planifié un mouvement, et puis on a exécuté le mouvement en boucle ouverte. Et là, le robot, en fait, comme il était mal étalonné, le modèle du robot n'était pas précis, le robot a tapé dans l'objet au lieu de l'attraper. Donc, on s'est dit, une solution, ce serait d'étalonner le robot. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la commande. C'est-à-dire qu'en fait, à cet instant précis-là, avant d'attraper la boîte, on va asservir la position du poignet du robot par rapport à la boîte. Parce qu'elle n'est pas bien positionnée, a priori. Et au moment de reposer l'objet, on va asservir la position de l'objet par rapport à la table. Vous allez voir que dans le mouvement final, comme la boîte est mal positionnée dans la main, eh bien, il va corriger la position de la table. Alors, pour faire ça, en fait, on utilise une caméra qui est dans la tête du robot et qui perçoit les étiquettes que vous voyez sur la boîte. Voilà, donc là, vous allez voir que il va redresser la main. Voilà. Donc, on utilise ces étiquettes qui sont sur la boîte, et puis on a mis des étiquettes sur le poignet du robot, ce qui fait qu'il voit sa main. Et finalement, c'est ce qu'on fait nous quand on attrape un objet. On regarde ce qu'on fait. On utilise une forme d'asservissement visuel. Et donc ensuite, donc là c'est de la manipulation d'objets, mais en fait ce qu'on a fait, ça s'applique à des problèmes où il n'y a pas vraiment de manipulation. Donc là par exemple, on a un problème, donc ça représente un mât de réacteur d'avion, et on veut aller faire de l'ébaburage. Donc il y a des trous dans ce mât de réacteur, et il y a une phase qui s'appelle l'ébaburage où on introduit une perceuse dans les trous pour nettoyer le trou. Et donc, on a fait ce petite démo. Voilà. Où, encore une fois, il va y avoir une phase de planification de mouvement. Donc, à partir des modèles du robot, de la pièce et aussi de l'endroit où sont les trous,
on va planifier une séquence de mouvements pour aller dans les trous. Et pour ça, on va utiliser exactement la même algorithmique que ce qu'on a vu avant pour le robot humanoïde. Donc là, on va ordonnancer les trous pour avoir un mouvement global de longueur minimale, ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. Et ensuite, voilà, on va exécuter le mouvement planifié. Alors, dans un premier temps, le robot se déplace. Donc ça, c'est le fameux robot Thiago. Alors, évidemment, le déplacement de la base est très imprécis. On a 5 à 10 cm d'erreur. Donc, si on continue le mouvement sans perception, eh bien, on ne va jamais arriver dans les trous. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, le robot déploie son bras comme s'il était au bon endroit. Et là, la perceuse n'est pas en face d'un trou. Donc là, il va déclencher un asservissement visuel. Et hop, voilà. Là, maintenant, il a servi la position de la perceuse par rapport à la pièce. Et donc, il tombe bien en face du trou et il peut faire son mouvement d'évaluage. Alors que la position initiale de la base est très imprécise. Et donc, on va corriger cette imprécision avec de la vision. Sachant de plus que le robot, en fait, tient la perceuse avec une main anthropomorphe. Et donc, la position de la perceuse par rapport à l'organe terminal du robot n'est pas précise non plus. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une perceuse spécifique. Ici, on peut lui donner une perceuse quelconque. Voilà. Alors, bon, le problème dans cette démo, c'est que, vous avez vu, il y a des étiquettes partout sur les pièces, sur l'outil. Donc, on a continué à travailler avec Airbus, et là, pour essayer d'aller sur des tâches un peu plus, dans des conditions un peu plus réalistes, où ici, on va localiser la pièce. Donc ça, c'est une maquette de pièce d'avion. De peau d'avion. La peau, c'est ce qu'il y a autour de l'avion. Et dessus, il y a des phases de construction où on va fixer des tuyaux, un tas de trucs. Et donc là, l'idée, c'est de montrer qu'on pouvait aussi appliquer nos techniques sans avoir de marqueur visuel. Ici, il n'y a aucun marqueur visuel. Il y a une caméra sur l'organe terminal du robot. Voilà. Et en fait, ici, on va localiser la pièce sur la base d'un modèle connu de la pièce qui va utiliser notamment la position des trous et détecter les trous dans l'image pour localiser la pièce. Voilà. Donc l'idée là, c'est juste la tâche, ça consiste juste à amener une pointe en bois au milieu d'un trou. Donc là, on a 3 mm d'erreur parce que le trou fait 6 mm de diamètre. Voilà, donc en fait, on arrive sans trop de difficulté à des précisions de l'ordre du millimètre. Si vous voulez atteindre des précisions plus grandes, il y aurait encore un peu de travail à faire, mais on peut commencer à envisager des choses. Donc là, ça c'est le trou sur lequel on a calibré le système. Du coup, on a une précision très grande. Et le trou suivant, ça a une très grande précision aussi, et on n'a pas sur tous les trous. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ces travaux continuent à être développés. Donc, l'étape suivante, c'est de faire passer notre savoir-faire à Airbus. Donc, le projet continue. Et aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour Airbus et qui déploient cette démo dans une usine à Saint-Nazaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment on n'a pas encore trouvé de tâches vraiment utiles. Hein. Dans tout ce que vous avez vu, ça reste des preuves de concept. Donc là, on en est au TRL3 sur cette démo de pointage. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on essaye de développer, c'est des méthodes
robotique agile et précise, enfin, précise avec une certaine précision. Donc pour ça, on a besoin de capteurs pour modéliser l'environnement, pour détecter les obstacles, parce que évidemment, il faut détecter, il faut avoir un modèle complet de l'environnement pour ne pas entrer en collision. Donc on a des algorithmes de planification de mouvement, on fait beaucoup aussi d'étalonnage, de l'asservissement visuel. Et tout ça, en fait, c'est intégré dans des logiciels open source. C'est porté par le laboratoire, donc l'Institut Clément Ader, et on est en partenariat avec 3 autres laboratoires, le 2M à Bordeaux, le LS2N à Nantes et le SGCO qui a tout également, qui est un laboratoire de RH. C'est un projet qui va être sur 4 ans, qui a été labellisé par le pôle Aerospace Valley et par le pôle MC2. Et voici donc le contexte. Donc, on est essentiellement dans le domaine aéronautique. Dans le domaine aéronautique, on a besoin d'assembler les éléments de structure. Et c'est un assemblage qui reste essentiellement un assemblage mécanique, donc avec des fixations. Et donc, il nécessite de percer les logements de fixation. Ce perçage, comme vous voyez sur la petite photo en dessous, il est effectué par une machine qui est positionnée par un opérateur sur une grille. Ensuite, la machine fait le perçage. La problématique, c'est que on a énormément de configurations différentes sur un assemblage d'avion, en termes de diamètre, en termes de profondeur percée, en termes de matériaux rencontrés. On a bien souvent des empilages qui sont multimatériaux. Et donc, le perçage devient réellement un challenge d'un point de vue technique à réaliser et d'un point de vue économique. Bien évidemment, on est sur des éléments de structure qu'on n'a pas envie de jeter à la poubelle. Donc, il est hors de question de rater son coup. Bien sûr, aujourd'hui, tout ce qu'on entend avec tous les développements autour du concept d'industrie 4.0 permettent d'envisager en fait de davantage surveiller le process, d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe, un contrôle temps réel, voire même de l'aide à la décision. Et donc, c'est là-dessus qu'on a basé notre projet. Et puis, l'originalité vient aussi du fait qu'on cherche à intégrer la notion d'acceptabilité, puisque le développement d'une technologie nouvelle, c'est bien joli, et il faut qu'ensuite ça fonctionne dans l'industrie. Et Nicolas en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a des notions d'acceptabilité qui sont fortes. Il faut évidemment que les utilisateurs de ces technologies y soient préparés et soient prêts à travailler avec ces technologies. Donc, nos objectifs dans ce projet sont à la fois techniques et sur la partie socio-professionnelle, sur l'organisation sociale de l'entreprise. Donc, d'un point de vue technique, l'objectif, c'est de développer un couple de jumeaux numériques. Il y aurait un jumeau numérique process et un jumeau numérique machine. Le premier servant en fait à contrôler en temps réel le perçage pour être certain qu'on est en train de respecter les spécifications, donc d'être capable de prédire la qualité du trou percé en temps réel. Et le jumeau numérique machine, qui lui est un suivi de l'état du moyen, et donc qui permet également de prédire l'évolution de ce moyen et le déclenchement d'opérations de maintenance prédictive, par exemple. Donc ça se base sur du monitoring, bien évidemment, donc avec une instrumentation qui serait embarquée et un traitement des données qui serait associé, mais pas seulement. Alors j'ai rajouté une petite planche, parce que aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Vous imaginez bien que ce n'est pas la première fois qu'on imagine d'instrumenter un process et de faire du traitement de données. La problématique, c'est qu'on a des mécanismes et des phénomènes qui sont tellement complexes que faire un suivi uniquement par instrumentation, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisamment robuste. Et donc, notre particularité dans ce projet, c'est d'avoir une construction par apprentissage hybride qui se ferait à la fois sur de la donnée
mais aussi sur du modèle et de la simulation. C'est là où on intervient, puisque à Toulouse et également à Bordeaux, on travaille depuis quasiment 20 ans sur les problématiques de perçage. Et donc, on a eu l'occasion de développer un certain nombre de modèles sur différentes choses qui vont nous permettre soit de générer de la base de données de simulation, soit de mettre en place des modèles réduits qui pourront être utilisés en fait pour l'apprentissage de notre jumeau numérique. L'objectif étant d'être capable de prédire la qualité du trou. Alors, quand on parle qualité du trou, on entend souvent le diamètre, mais on a parlé des bavurages, donc il y a la notion de bavure. Mais il y a également des notions un peu plus microscopiques, donc des aspects état de surface, il y a des aspects écrouissage de la matière, des aspects présence de contraintes résiduelles, donc des choses qui sont très difficiles à mesurer, surtout en temps réel, et que ces modèles nous permettront de prédire. Autre particularité, c'est que vous imaginez que tous ces aspects intégrité de surface, comme ils sont compliqués à mesurer, ben, quand on va générer de la base de données, quand on va générer de la donnée, on n'aura pas forcément toujours des données qui seront labellisées. C'est-à-dire qu'on aura des données laboratoires, mais l'ambition, c'est également de récupérer, une ambition, puisque c'est déjà le cas, on récupère aussi de la donnée industrielle. Donc, on a de la donnée industrielle sur des machines qui sont instrumentées, mais on n'a pas ces données ne sont pas labellisées au sens où on ne sait pas si le trou qui a été percé à l'instant T était bon en diamètre, avait généré des contraintes résiduelles, de l'écrouissage, sur quelle profondeur, etc. On n'a pas du tout ces informations. Donc, on aura un apprentissage qui sera aussi mixte. On appelle ça semi-supervisé, c'est-à-dire qu'on se basera sur des données laboratoires qui seront complètement labellisées en termes de qualité de trou, mais également sur des données industrielles qui ne seront pas labellisées du tout. Sur l'aspect conception du process, donc c'est là où intervient la partie humaine. Donc l'objectif, c'est effectivement de positionner correctement cette technologie, développer correctement cette technologie au regard de l'usage. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un opérateur qui positionne des machines sur une grille. Qu'est-ce qu'il accepterait de faire? Qu'est-ce qu'il n'acceptera pas de faire? Est-ce qu'il acceptera que sa machine soit complètement supervisée, d'être complètement monitorée, avec cette impression qu'il est lui-même surveillé? Est-ce qu'il acceptera de prendre des décisions? Est-ce qu'il acceptera de travailler avec un système d'aide à la décision? C'est toutes ces questions qu'on veut aborder. Et je parle juste de l'aspect compagnon, mais en fait, il y a les autres acteurs, il y a les compagnons entre eux, et il y a tous les autres acteurs au-dessus qui ont de la prise de décision à faire. L'objectif, c'est vraiment de construire des scénarios de déploiement de la technologie sur la base d'entretiens qu'on va faire dans le monde industriel, d'analyser en fait la recomposition des métiers liés au déploiement de cette technologie, afin de définir des scénarios qui soient les plus acceptables, ou en tout cas les plus aptes possibles à permettre une augmentation de performance industrielle au sens performance technique et performance sociale. Donc ça passera effectivement par un certain nombre d'entretiens autour de ça et de mise en application, puisque l'objectif c'est d'avoir un démonstrateur et de pouvoir justement tester différents scénarios de déploiement de la technologie. Voilà, pour conclure, j'ai juste une petite planche avec les impacts, les retombées attendues en fait, de ce projet qu'on envisage dans 4 ans. Donc, la première, c'est évidemment les clés de définition de ce que sera le perçage de demain et son implémentation dans l'entreprise. On s'appuie sur des collaborations qui sont déjà actives depuis un certain nombre d'années. Donc, Tech, qui est un des fournisseurs principaux de machines de perçage pour Airbus, et puis Airbus, bien entendu, mais d'autres également. Et puis, l'idée, c'est d'aller vers l'intégration socio-professionnelle, donc d'être capable de mesurer l'impact
que le déploiement de cette technologie dans une industrie peut avoir sur le bien-être au travail, sur la relation des acteurs à leur outil de production, sur la relation des acteurs entre eux également. Voilà, c'est un petit peu les différents aspects qui nous intéressent dans ce projet. Je vous remercie de votre attention et je vous ai mis mon mail si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce projet. On va passer à l'intervention suivante. David pour l'IRIT. Je ne me suis pas lancée dans la prononciation du nom de famille. C'est facile? Non, c'est bien de ne pas essayer. Je ne suis pas écorchée. Voilà, c'est bon. Donc, je vais commencer mon nom, comme ça vous l'aurez vu une fois. Van der Rijn, David. Je suis maître de compte à l'IRIT, à l'Université Sabatier, et je fais de la recherche sur le labo d'informatique. Aujourd'hui, je vous présente des travaux au niveau scientifique auxquels je n'ai pas participé, mais mon collègue étant en tête déjà, il m'a demandé de faire sa place. Par contre, je participe à la partie création de start-up que je présente aussi. Donc, c'est comment on est parti d'une part d'un article scientifique vers la création de start-up. En fait, le chemin était très sinueux et je vais détailler ça, mais on commence par un peu le sujet. Voilà. Donc, le sujet, la partie scientifique, en fait, on s'intéresse aux nuages de points qui sont des données qu'on peut acquérir aujourd'hui avec des scanners, avec des téléphones, avec énormément de dispositifs d'entrée. Et donc, on dispose de données, en fait, qui sont des positions dans l'espace, on va dire X, Y, Z, et qui représentent la surface des objets qu'on a scannés. Ces données ne sont pas structurées, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de points, mais il n'y a pas comment les points se relient les uns aux autres. On ne fait pas la différence entre deux points de deux objets différents, deux points d'un même objet au moment de l'acquisition. Et d'autre part, on a énormément de bruit, c'est-à-dire que la précision des points va ajouter, alors on voit un petit peu ici en dessous, les différents points ne sont pas vraiment collés à la surface, il peut y avoir une certaine distance entre les points. Donc ça, c'est les données qu'on a, et en plus, elles peuvent être incomplètes. Le cas typique, si on a des scanners qu'on pose dans une pièce, s'il y a tout ce qui est autour, il va prendre la face avant, pas la face arrière. S'il y a un objet qui se trouve dans ce scanner, tout ce qui est dans son ombre par rapport au capteur ne va pas apparaître non plus dans le scanner. Donc, on va avoir des données incomplètes qu'il va falloir potentiellement compléter en prenant plusieurs scans, donc recaler les différents scans. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des données qui peuvent être massives. On a plusieurs milliards de points quand on fait un scan complet. C'est une pièce ou un paysage, etc. Les scanners sont par exemple embarqués sur des voitures type celle de l'IGN ou de Google pour scanner la géométrie des rues ou même scanner ce qui se trouve sous le sol. Donc ça fait plusieurs pétaoctets de données à traiter. La précision, le type d'objet, etc. sont très variés. On a quelques exemples. Ça peut être une scale d'objets, type votre cuisine pour préparer l'aménagement, ou le territoire, ou des villes. Aussi, par exemple, on a fait des travaux sur le scale de forêt. Tout ce qui est scale autour des véhicules, qui peut être soit pour reproduire l'environnement, soit aussi pour. J'ai un doute sur le zoom. Là. Ça, c'est le zoom qui est affiché. Parce qu'il est toujours sur le premier slide. J'ai fait une bêtise. C'est un problème d'affichage sur le zoom. Où est-ce que j'ai fait? Non, mais j'ai porté sur la. Excusez-moi, c'est pour l'enregistrement, il faut quand même que ce soit à peu près correct. Normalement, j'ai fait ça. C'est qu'il y a quoi? Je vais faire un test. Voilà. Je reviens en arrière. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est resynchronisé. On va recacher ce petit. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on peut aujourd'hui capter des données qui sont non structurées et donc on a un besoin de structurer ces données. Et pourquoi on a besoin de structurer ces données? C'est pour pouvoir donc, interpréter ces données dans différents contextes, dans le contexte métier qu'on a. Aujourd'hui, les techniques sont basées souvent sur des heuristiques en disant bon, je connais mes données, je vais trouver par exemple des plans, je vais reproduire de la géométrie pour pouvoir la noter, pour pouvoir la comprendre. Mais ces approches géométriques ou heuristiques ont une faible généralité et vont mal gérer les variations d'échelle. Je vais vous montrer après sur nos travaux, parce que pour ne pas l'être, que la notion d'échelle va être très importante et détecter par exemple une surface, ça dépend à quelle échelle on se place pour la définition même de la surface.
On a des travaux qui utilisent de l'apprentissage, donc des algorithmes d'IA ou de réseaux de neurones, qui ont du mal à passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au mieux, ils traitent quelques millions de points sur un temps de calcul qui est de plusieurs jours. Donc, au global, on a du mal à noter les données 3D. Donc là, les travaux, c'est vraiment l'idée de reconnaissance de forme simple. Au début, les premiers travaux, c'est sur la reconnaissance des arêtes. Et pourquoi nous avons reconnaître les arêtes? C'est vraiment le buzz pour pouvoir reconstruire une surface. Donc, en fait, les lignes qui sont des arêtes franches sur des objets. Dans la définition même d'une arête, il y a une question vraiment d'échelle. Par exemple, qu'est-ce qu'une arête sur un mur comme celui-ci? Est-ce que c'est l'arête qui est entre les deux faces, ou est-ce que c'est l'arête de chacune des pierres qui constitue une arête? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de ce que vous voulez faire les données. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permette de spécifier, l'utilisateur va pouvoir spécifier facilement qu'est-ce qu'il considère comme une arête. Et au moyen de sélection, ces points-là sont une arête. Et donc, à ce moment-là, on va fabriquer un détecteur qui correspond à ces attentes. Donc, dans l'état de l'art actuel, les gros réseaux de neurones, etc., je ne vais pas les détailler, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, forcément. Mais il y a plusieurs jours d'apprentissage, des centaines de données à noter, et au mieux, quelques milliers de points, quelques millions de points sur un GPU haut de gamme. L'approche proposée ici permet en fait d'annoter quasiment en temps réel. Donc on est sur pour le traitement de 50 000 points par seconde, et sur un réseau pour la reconnaissance de 500 000 points par seconde. Donc ça traite plusieurs centaines de millions de points en quelques heures. En fait, l'idée de base, c'est de ne pas partir de données à noter, par contre de fournir au réseau des descripteurs géométriques multi-échelle du nuage de points. Vraiment, c'est des travaux qui ont été faits avant sur la partie Moving Display, donc je peux détailler si vous avez des questions ensuite, mais l'idée c'est de définir sur chacun des points quelque chose qui représente son environnement, de laisser l'utilisateur annoter qu'est-ce qu'il veut découvrir, et à ce moment-là, le réseau de neurones est très léger, beaucoup moins profond que ce qui était présenté précédemment, et le classifieur donne une réponse en quelques secondes. On va faire une démo. Voici la démo. Alors j'ai préouvert le fichier, parce que quand je clique, ça tourne, c'est parfait. Donc c'est une démo web qui tourne en fait, sur un serveur de Lyric, sur une machine virtuelle Java. L'idée ici, c'est qu'on a un objet, bon, alors c'est un objet synthétique, il n'y a pas de bruit, etc. Mais c'est pour que la démo fonctionne à chaque fois sur les articles présentes avec des données aussi avec du bruit. Donc, le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai pas pris la souris, il faut que je les mette deux mains. Je vais devoir poser le micro pour faire la sélection. En essayant de continuer à prendre le temps. Donc, l'idée là, c'est que je vais définir deux classes, et on va partir sur un réseau qui n'a pas été entraîné à l'avance. Donc, je vais dire une première classe ici, par exemple, qui est. Alors, je sélectionne du plat et de l'arête. Ensuite, je vais aller sélectionner quelques points sur l'arête pour faire. C'est-à-dire que je veux détecter une arête. Parce que là, je vais rentrer un petit peu petit. Voilà. Donc là, je dis, je prends la classe numéro 2 et je viens sélectionner quelques points ici. Alors, désolé pour les couleurs, on n'a toujours pas eu le temps de retravailler là-dessus. On est sur du blanc sur jaune. Donc maintenant, je envoie à l'apprentissage et voilà le résultat. Donc là, il y a eu l'envoi sur le serveur grec, le retour, la classification. Et alors, donc, les seules données qui ont été fournies, c'est les descripteurs géométriques, comme je vous l'ai présenté, plus la sélection que je viens de faire. Et sur cet objet, il a reconnu normalement toutes les arêtes. Juste pour vous montrer qu'on peut sélectionner n'importe quelle classe. Donc j'efface tout quand on recommence à zéro. Je prends ma classe 1 ici, donc celle que j'avais pris pour le bord tout à l'heure. Je vais sélectionner un peu partout ici. Voilà. Je prends ma classe 2 ici. Pourquoi la classe 1 a disparu? Je recommence. Si jamais ça ne marche pas une deuxième fois, je vais recharger la démo. Classe numéro 1. Classe 0. Là, je vais chercher le point juste. Est-ce que c'est à peu près. Voilà. Là, j'ai sélectionné le point. Donc là, je viens de fabriquer un détecteur de points. Je l'envoie au réseau et on va voir si ça a fonctionné. Ça a l'air d'avoir planté. Vous voyez? Alors là, il y a un point. Voici les autres points ont été détectés. Super, ça a marché. Vous voyez tous les points. Donc là, je viens de définir en fait en ces quelques clics la nouvelle classe qui m'intéresse. Ça envoie au réseau, ça vient. Il n'y a pas eu d'apprentissage long, etc. Il n'y a aucune autre donnée que celle fournie, plus les descripteurs géométriques.
Donc, voilà l'essentiel de la contribution qu'on a amené vers ce projet de maturation. Vu que je n'ai pas mis de chrono, je ne sais pas du tout si je suis dans les temps encore, mais vraiment, je suis assez court. Donc, comme ça, je vous fais un tout petit peu le parcours sinueux de cette création de start-up. En fait, sur l'historique, avant de parler sur ces contributions-là, on s'est juste rendu compte qu'on avait du mal à trouver des partenaires industriels qui valorisent directement nos contributions, parce qu'on avait quasiment des produits finis sur des petites choses, comme on aurait pu faire des plugins, sur plein de domaines différents. En fait, on est sur une équipe qui fait de l'informatique graphique. Moi, je suis spécialisé dans la stylisation, la création de contenu. Par exemple, j'ai des plugins qui ont fait du plugin Illustrator ou des choses comme ça pour les artistes. Et on n'arrive pas à trouver de partenaire industriel. On s'est dit, on va faire bloquer cette petite startup qui va être le distributeur logiciel. Mais après quelques premiers essais, c'est-à-dire après une étude de marché, etc., on a vu que c'était difficilement viable de faire que de la distribution logicielle et d'avoir un tout petit peu de support, etc. En termes de retour sur investissement, on a laissé la gueule. Donc, on a regardé parmi l'ensemble de ce qu'on avait, qu'est-ce qui était le plus porteur, et c'est celui-là qu'on a dit, on va redémarrer, on va faire notre business plan, on va partir sur quelque chose. Aujourd'hui, le truc sur les points, ça semble être la contribution qu'on a qui porte le plus, on a le plus de gens intéressés. Donc, on a refait ce projet-là en disant, au lieu d'être un distributeur sur plein de projets différents, on va focaliser là-dessus et avoir une forte compétence sur ce répartiment. L'idée, là, c'est d'abord de partir de ça, qui est cette reconnaissance de forme simple en s'appuyant sur la détection des arêtes. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en œuvre pour avoir la reconnaissance complète, pour pouvoir noter des surfaces, etc. Donc, ça passe par la reconstruction de lignes, par la reconstruction d'autres primitives. Par exemple, je connecte mes lignes, ça fait des plans ou des surfaces courbes. Et tout ce qui est apprentissage automatique est à explorer dans ce projet-là. Pour démarrer, on a fait une étude de marché. Donc, on a fait faire une étude de marché qui a montré qu'il y a une grande quantité de données produites, qui a un marché logiciel estimé à 1,5 milliard d'euros aujourd'hui, surtout sur le BIM, le CAO, qu'aujourd'hui, quasiment partout, l'information est reconstruite à la main. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs experts qui prennent les données, qui annotent, puis d'autres opérateurs qui prennent les données annotées, qui font des premiers modèles, et ensuite ils arrivent à quelque chose comme ça, où on arrive à chaque surface est bien annotée, on arrive à reconstruire un plan, par exemple d'un bâtiment. Un des exemples qu'on a vu avec un partenaire potentiel, c'est de venir scanner des bâtiments pour reconstruire un plan, pour pouvoir faire des mises à jour, pour pouvoir refaire des travaux. Donc ça, c'est énormément fait à la main. Donc ils ont besoin de solutions qui automatisent ou semi-automatisent. Quelques étapes, déjà, ça serait super. Donc on a, dans l'étude de marché, je ne vais pas mis les noms des gens qui étaient là. En gros, on a chaque colonne qui est un industriel, et on a posé la question, est-ce que vous êtes intéressé si on vous fournit ce nouvel outil? Donc il y avait le recalage, qui consiste à prendre plusieurs nuages de points à les mettre ensemble. Beaucoup de personnes ont des bonnes solutions pour ça. Le déroutage est quelque chose qui pose encore problème. Classification locale, ça veut dire est-ce que ce point est sur une ligne, est-ce que ce point est sur une surface? C'est quelque chose qui est trop léger, qui ne suffirait pas aujourd'hui. Donc là, on arrive à des choses intéressantes, c'est modélisation automatique des polylignes, c'est-à-dire des lignes ici, mais connectées les unes aux autres, voire la modélisation automatique de la surface. Donc notre produit minimal, il se retrouve ici à la modélisation automatique des polylignes. Donc là, au niveau du projet, aujourd'hui, on est 3 chercheurs, anciens chercheurs, le IPA, Michaela Melado et moi-même. On sera en concours scientifique sur cette startup, c'est-à-dire qu'on a le droit de passer, ça la louche, 1 jour par semaine pour l'entreprise en termes de recherche. On est en cours de recrutement sur un CEO et aussi sur un CTO, qui sera peut-être recruté un peu plus tard, parce qu'on commence ce travail-là par une maturation technologique. On est en train de recruter l'ingénieur. Donc on a 18 mois avec TTT, au début, pour faire notre produit minimal et aller vers les premiers clients à ce moment-là. Au niveau du suivi, on a été accompagné par l'IRIT sur toute la partie administrative et juridique avec les tutelles. Et on a eu une étude de marché de 6 mois d'un stagiaire qui a vraiment travaillé sur tout le contact avec les industriels, le retour, intégrer ces informations pour qu'on puisse définir là où on doit aller, si on veut que ça fonctionne, si on doit avoir des clients. En termes de recherche, on sait bien où on veut aller, mais en termes de business, c'est plus difficile. Donc, on a suivi, on continue à suivre des formations sur la création de start-up et sur. Et je vous remercie. Si vous avez compris les questions face à tout à l'heure,
Voilà. Merci beaucoup. PADOC, c'est un projet de 5 ans qui est financé en fait par l'État et par la région pour 7 millions d'euros à peu près, et chacun donnant la moitié, et un projet dont le budget total c'est 7 millions, si je me souviens bien. Et l'ambition, c'est celle des plateformes qui sont nées partout en France, hein, c'est-à-dire de promouvoir et faciliter la transformation numérique, technologique, vers l'industrie du futur, des PME et des ETI du territoire occitan. Donc, l'ambition, hein, c'est d'être le lieu totem de l'industrie du futur, de contribuer en fait à la pertinence et à la complétude des solutions qui vont être proposées aux PME et ETI, hein, et on va voir comment, et de contribuer en fait à la promotion de l'industrie du futur auprès des jeunes, pour qu'ils voient qu'il y a aussi de l'intérêt au métier de l'industrie, et qui voient qu'il y a plein de challenges et qu'on a besoin d'eux pour les relever. Donc, PADOC, il y a une consortium dedans, donc c'est un projet qui est porté par l'Université de Toulouse, on va dire comme ça maintenant, et donc il y a tous les établissements, en fait, les principaux établissements, donc l'Université Paul-Sabatier, l'INSA, le campus des Létis, donc on a beaucoup d'académiques, l'ISAE, et aussi des représentants des secteurs industriels, hein, donc avec des pôles de compétitivité Aérospace Vallée, Optitech, l'IRT et beaucoup d'autres qui accompagnent le projet, mais je dirais en second tour. Dans PADOC, sont définis 5 axes stratégiques. Le premier, c'est le plus important, enfin, le plus basique, je dirais, c'est déjà de montrer qu'est-ce que c'est, quels sont les challenges de l'industrie du futur. Et donc, pour montrer, en fait, on a la plateforme d'accélération s'organise autour d'une usine-école que vous allez pouvoir visiter tout à l'heure, en fait, dans son état actuel, et de montrer, en fait, des processus industriels, alors un processus industriel qui tire en particulier, et la fabrication, en fait, d'un triporteur électrique que l'on peut trouver dans le site, hein, et donc de montrer comment, en fait, de la conception jusqu'à la fabrication, quelles sont les différentes étapes et en quoi les technologies de l'industrie du futur peuvent aider, aussi bien du point de vue technologique que humain. Hein, aussi. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et donc également de montrer en fait ces technologies, c'est autour de la plateforme, on va avoir toute ce qu'on appelle une marketplace avec des acteurs, je dirais, qui pourraient accompagner les entreprises dans leur transformation. Le deuxième volet, c'est démontrer. Démontrer, on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on veut parler aux patrons de PME et qu'ils nous disent quels sont leurs problèmes dans leur vraie vie et qu'on puisse illustrer, s'approprier leurs problèmes et essayer de montrer comment on pourrait répondre à certains des challenges et lever certains verrous. Donc ça, c'est l'aspect démontré où on est prêt à développer en fait des preuves de concept. Hein, il y a des personnels sur PADOC pour essayer de relever ces défis-là. Un troisième challenge qui est important, c'est celui de former. Donc là, on est complètement dans mon métier de l'enseignement, où en fait, on veut utiliser aussi l'usine-école comme un outil pour former les ingénieurs aux nouvelles technologies, aux nouvelles compétences qui sont importantes, et les former aussi et lui donner ces compétences aux plus jeunes qui vont aller nourrir en fait l'industrie. Le quatrième volet, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que pour ceux qui voudront vraiment faire le pas, eh bien, le PADOC se propose de promouvoir tout un accompagnement pour amener les PME à franchir le pas, en fait, et à les aider, à les accompagner à franchir ce pas. Donc ça, c'est encore autre chose, hein, donc c'est le volet du haut. Et enfin, le dernier axe, c'est celui qui m'intéresse moi en tant que chercheur, c'est celui de la R&D, en fait, où on se rend compte également que disposer d'une usine-école, c'est un super outil pour développer la recherche et le développement, parce que justement, c'est ouvert au public, c'est quelque chose qui est accessible, on va pouvoir accéder aux données, il n'y a pas de problème de confidentialité comme on pourrait rencontrer dans la vraie vie. C'est aussi un endroit où il va y avoir des ingénieurs, des compétences qui sont là. On espère plein d'académiques, de compétences différentes qui vont aussi, on va pouvoir marier ces compétences et
faire des projets, faire aussi toute une activité de vie qui sont en lien avec les laboratoires pour avoir des projets, mais des projets à TRL un petit peu plus haut. On n'est peut-être pas sur encore l'innovation, mais de la recherche et développement à des TRL un peu avancés sur un environnement parlant, enfin, un environnement qu'on ne peut pas avoir dans les laboratoires et qu'on a ici, d'accord, et qu'on va avoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important et on veut aussi donc promouvoir, en fait, montrer que ces technologies, ces sciences de l'industrie du futur, elles sont en plein développement et on veut les pérenniser parce que la solution d'aujourd'hui, ne sera peut-être pas la solution de demain et qu'il va falloir, des concepts qu'il va falloir avancer. On parle déjà d'industrie 5.0 avec la prise en compte de l'éco-responsabilité et tout ça. Donc, ça c'est important aussi, il va falloir faire ce mouvement-là aussi. Donc, l'usine école, c'est le dispositif central. Donc, vous allez le voir, il y a Fantine qui nous attend au coin de la porte voilà, qu'on ira, que vous suivrez après la conclusion de la journée. Donc, cette plateforme, elle est centrale, elle va pouvoir permettre d'accueillir du public, donc comme je l'ai dit, un public d'étudiants, mais aussi des salariés, des ingénieurs, des gens qui ont envie de voir ces nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose d'important. On a ensuite, évidemment, tout un volet qui est évolué de l'entreprise, avec des séminaires, l'offre de marketplace que je citais tout à l'heure, et un soutien à l'accompagnement et au développement de preuves des concepts. Et enfin, le volet du bas, qui est celui donc, que je représente, et là, je vous appelle aussi à vous projeter dans cet outil-là, c'est celui de la R&D, et de se dire que finalement, sur ces plateformes-là, eh bien, il y a vraiment la place pour développer des projets et pour faire vivre cette plateforme aussi en lien avec l'industrie, bien sûr, et pour pouvoir ensuite enclencher des processus d'innovation qui ont été présentés tout à l'heure par côté. Voilà, donc la plateforme, elle a été présentée au CIAN, j'espère que certains d'entre vous ont la chance de la voir. Aujourd'hui, elle a un cours de remontage, vous allez voir, c'est pas sa version définitive, vous allez voir, hein, on est bien d'accord. Il y a tout un remontage qui est en cours, donc vous allez quand même pouvoir voir des choses. On s'est débrouillé pour avoir tout un scénario intéressant à vous montrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il y a des équipements qui sont en train d'être achetés et cette usine va fabriquer pour de vrai. Hein. Et donc, la mise en route de l'usine école Cobram est prévue en juin. Donc, c'est le jalon à atteindre, le premier jalon important à atteindre. Et ensuite, chaque année, cette usine école va déménager le CIAN et on va pouvoir montrer chaque fois les nouvelles avancées de cette plateforme. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais essayer le mot de la fin en juillet. Merci Cyril. Du coup, on a fait le tour des différentes interventions, différents projets, travaux de recherche. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos intervenants. C'est le moment. Pas de questions particulières. Bon, après, vous aurez un petit peu de temps après aussi, pendant la démo ou pendant la transition, si vous avez des questions intéressantes. Je vais inviter Simon qui nous a fait l'ouverture et qui va nous faire le plaisir de nous faire la conclusion. Du coup. Et puis, j'invite aussi notre partenaire, Jérôme Bonduel de Layton, qui va nous dire un petit mot. Bonjour. Moi, je suis ravi d'écouter cette matinée, de voir un peu des éléments concrets. J'avoue que c'est, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas, en tout cas, jeune entreprise, mais entrepreneur, faire des démos, c'est tout ce que c'est difficile. J'imagine que pour vous également, et donc voir des résultats concrets, que ce soit d'analytique 3DIA, dont on entend beaucoup parler, mais on ne va pas forcément les agissements, c'est un sujet qu'on travaille avec des sujets un peu plus concrets. Je trouve ça hyper intéressant et hyper illustratif de ce qui peut être disponible au niveau de tous ces instituts de recherche et donc répondre à l'enjeu de cette matinée, de faire découvrir à des entreprises ce qu'on peut faire réellement avec des technologies numériques, notamment dans le monde de l'industrie, mais pas que, bien évidemment, parce que moi, les investissements sont assez importants. Alors, moi, je vois quand même deux remarques. C'est qu'on a quand même beaucoup parlé d'aéro. C'est pas étonnant, on est à Toulouse, mais bon, c'est quand même flagrant.
et qu'on apparaît beaucoup d'entreprises, beaucoup d'un gros avenir d'emploi et un peu moins de PME, mais c'est on a quelques-unes qui ont été citées, et beaucoup de collaboration entre centres de recherche. Ça, quelque part, en tant que citoyen, on est content, mais un des enjeux, je pense, c'est de passer à l'étape d'après et d'avoir cette collaboration qui était maintes fois évoquée, mais qu'on voit moins dans les faits, avec des entreprises de taille plus petite, qu'elles soient secteur industriel, secteur numérique. À mon sens, il y a deux sujets qu'il faut traiter pour répondre à ça. Le premier, c'est se connaître, c'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle avec Digital 113, notamment aujourd'hui, avec des activités comme celle-là, enfin en présenter ces nouvelles, mais aussi filmées pour permettre justement aux entreprises de voir concrètement ce que ça veut dire un projet de recherche, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment on peut l'intégrer dans des solutions opérationnelles, c'est pas très simple. Le deuxième sujet, c'est toujours le même, c'est celui de l'argent. Donc, on sait que l'État déverse pas mal de choses, espère un ruissellement. La région en fait partie, aide aussi à ça. Voilà, c'est compliqué, il y a de nouvelles échéances qui arrivent. Voilà, on est adopté dans la salle qui saura relayer le message. On sait que c'est voilà, de plus en plus difficile d'accéder à des vrais projets structurants pour se développer. Donc, il faut continuer. Puis, sur ce sujet de financement, il y a quand même des CIR, C2I et tous les dispositifs d'innovation, c'est important. Donc, je vais laisser la parole à c'est ça Jérôme, pardon, j'aurais pu tomber, mais je n'allais pas dire Joseph. Donc voilà, c'est plus simple, c'est plus dans l'imaginaire. J'avais la première lettre. Donc, Jérôme, peut-être vous parler un petit peu de ça et comment, effectivement, aujourd'hui, on peut aider au financement avec, effectivement, avec les publics, mais également avec l'État pour faciliter ces collaborations entre les recherches. Parfait, merci Simon pour la transition. Alors, comme tu l'as bien dit, on a la chance d'être dans un écosystème déjà au niveau de la région qui subventionne beaucoup de beaux projets. On en voit passer quotidiennement, puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'Eton, on est des experts dans le financement des projets, alors de différentes maturités, de différentes dimensions. C'est vrai qu'on peut accompagner une entreprise qui vient de s'installer en Occitanie ou qui est là depuis déjà plusieurs décennies. Autant sur des projets très early ou sur des TRL très faibles, comme sur des projets de croissance, sur des entreprises qui ont déjà un marché, qui ont déjà du chiffre d'affaires, alors qu'ils sont à l'international. Comment ça s'applique? Effectivement, comme tu l'as dit, Simon, déjà, les premières personnes qu'on va contacter, c'est la région, puisqu'il y a énormément de contrats liés à l'innovation, à la croissance des entreprises qui sont mis à disposition. Après, selon aussi la maturité, selon les ambitions, selon si c'est un consortium qui peut être extra-régional, qui peut sortir de la dimension vraiment Occitanie, on peut aller sur des aides qui sont liées, et en ce moment, c'est une très bonne chose, à France 2030. Je pense que beaucoup de monde en a entendu parler. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un budget énorme qui est alloué aux entreprises sur des problématiques liées à l'usine du futur. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce cadre-là. On a vu de beaux exemples ce matin. En tout cas, on peut les financer aussi avec le concours de l'État, avec France 2030. On a la capacité aussi d'aller sur des financements liés aux démonstrateurs. Je pense à IDEMO. IDEMO qui est poussé par BPI, mais qui peut être aussi régionalisé. Donc ça, c'est en ce moment aussi une bonne tendance. C'est-à-dire que c'est comment j'ai une idée, j'ai envie de vite accélérer sur cette idée, la mettre au profit de mes partenaires, de mes clients, d'industrialiser et en tout cas déjà de passer cette première étape de démonstrateur. Et après, on est sur des échelles qui sont, j'ai vu quelques beaux projets ce matin qui sont aussi financés par l'Europe. Et effectivement, l'Europe reste un gros financeur avec des véhicules, des calls, comme on appelle, différents. On a vu un Horizon Europe, il y a des Eurostars, bref, toutes ces aides permettent en consortium ou en allant seul d'aller chercher des montants très importants aussi au niveau de l'Europe. Donc le message, je vais clôturer là-dessus, le message que je veux faire passer, c'est que chaque cas est différent. On a comme je disais, des maturités, des ambitions, des durées de projet tous différents. L'idéal, c'est d'échanger avec nos experts, on est à votre disposition pour en parler, et de sélectionner, de cartographier, alors, dans le cadre de notre partenariat, c'est quelque chose qui est gratuit, donc n'hésitez surtout pas, on peut toujours passer cette étape de cartographie. Qu'est-ce qui peut être à mettre en face de nos projets en termes de subventions, et ce sera avec grand plaisir de passer cette première étape ensemble et de voir si on avance ensemble sur en tout cas le partenariat de votre projet en termes de financement.
Merci pour votre écoute. Je te laisse le micro. Merci Angélique. Merci à tous, merci à nos intervenants, à vous d'avoir participé à cette matinée. Juste avant de conclure, un petit mot d'actualité de François Harry et Rose Pézaro. Oui, merci Angélique. Donc, je suis François-Marie Le Saff à Rose Pézaro. C'était juste pour vous dire, on a une présentation tout à l'heure d'Amity, on a une présentation aussi du LAS. On continuera, on a le 9 février un afterwork Amity de présentation des travaux sur la robotique. Donc en fait, ce qu'a présenté Nicolas va être un peu plus approfondi et avec une porte ouverte d'une certaine façon, puisqu'on sera accueilli par le LAS avec une visite des installations robotiques. Le 9 février, vous pouvez voir ça soit dans vos mails ou bien sur le site du pôle.